Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce mardi, la réunion du comité interministériel de suivi des actions prioritaires du gouvernement. Elle s'est tenue à la primature, présidée par le chef du gouvernement. Il a été fait le point sur la revue d'exécution des lettres de mission des différents ministères, leur feuille de route en quelque sorte. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. La SVT l'a dicté question ce matin. Les candidats au BPC ont subi les premières épreuves ce matin à l'examen du brevet d'études du premier cycle. Ils étaient nombreux, plutôt enthousiastes à converger vers les centres d'écrit. Passage obligé pour les études au lycée. Enfin, Kinshasa et Brazzaville tentent d'apaiser la tension née entre les deux Congos suite à l'expulsion Manu-Militari par Brazzaville. Les ressortissants de la RDC, geste pas du tout apprécié et c'est un euphémisme. À l'autre côté de la rive, les deux pays devraient néanmoins trouver un terrain d'entente. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, c'est d'abord l'invitation adressée au président Faure Gnassingbé, invité à New York en septembre prochain. C'est pour prendre part à la session extraordinaire des Nations Unies. L'invitation a été transmise ce matin au chef de l'État par Dr Justin Kofi, le représentant résident de l'UNFPA reçu à la présidence de la République. Dr Kofi a saisi l'occasion pour faire le point des activités de l'UNFPA au Togo. Il s'est exprimé au sortir de cette audience des propos recueillis par Sylvain Raboudou. C'était une visite qui avait donc trois buts essentiels. D'abord, le remercier au nom de la structure que je représente, mais aussi au nom de l'ensemble du système des Nations Unies. Le remercier le chef de l'État pour toutes les facilités que le gouvernement et les membres du gouvernement m'ont offertes depuis que je suis en fonction ici. Le deuxième objectif, c'était de transmettre donc au chef de l'État une invitation officielle de la part du professeur Babatunde Oshotimei, sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, qui invite donc le chef de l'État à la session extraordinaire des Nations Unies en septembre, qui est dédiée essentiellement au soutien au rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la conférence internationale pour la population et le développement. La troisième raison de ma visite, c'était aussi de faire le point des activités, des grands chantiers que nous sommes en train de mettre en œuvre. Vous savez que le chef de l'État a lui-même lancé la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en 2010 et aujourd'hui, nous sommes venus lui dire qu'à la suite, nous sommes en train d'esquisser un certain nombre de chantiers. Et voilà l'audience accordée ce matin à la présidence de la République. Pendant ce temps, à la primature, le comité interministériel de suivi des actions prioritaires est présidé par le Premier ministre Artem Seliagozi Ormezunu. Eh bien, cette réunion a fait le point sur la revue d'exécution des lettres de mission des différents ministères. Et voici les précisions du professeur Massina, c'est lui le secrétaire général du gouvernement. Il est au micro de Ramdan Bassina. Le Premier ministre fait tous les trimestres une revue d'exécution des lettres de mission par le ministère. Et à la dernière revue, on s'est rendu compte qu'il y avait une dizaine de ministères qui avaient des problèmes particuliers pour faire exécuter les investissements qui ont été prévus dans ces lettres de mission. Et le Premier ministre a pensé qu'il était bon de réunir ces ministres-là pour essayer de comprendre les difficultés qui se posent et afin de pouvoir traiter ça directement avec eux ou avec le ministre des Finances si les problèmes sont essentiellement d'ordre financier. C'était l'objet de cette réunion. Il y a un retard d'exécution et on s'est rendu compte de trois choses. C'est que les procédures de passation de marché n'ont pas été enclenchées à temps dans ces ministères-là. Donc le Premier ministre a donné instruction pour que les formalités se fassent rapidement et en rapport avec la Direction nationale des contrôles des marchés publics pour que les choses soient facilitées. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les avances de démarrage soient faites dans les délais lorsque les décomptes ont été faits après les contrôles. Et que, donc ça relève du ministère des Finances. Et la troisième chose, c'est qu'il faut suivre l'exécution par certains entrepreneurs des marchés qu'ils ont, parce que certains entament bien, mais ils arrêtent à un moment donné, prétextant qu'ils n'ont pas reçu d'avance,
alors que d'autres reçoivent des avances mais ils ne progressent pas. Donc il faut non seulement enclencher les formalités de passation de marchés publics dans les délais, il faut non seulement débloquer les avances de paiement dans les délais qu'il faut, mais surtout suivre l'exécution par les entrepreneurs pour attirer l'attention du ministre sur les difficultés d'exécution afin que le Premier ministre soit renseigné et que des dispositions soient prises. Fin ce mardi du dialogue politique ouvert il y a une quinzaine de jours. Les discussions ont été sanctionnées par un rapport, un document qui sera transmis au Premier ministre. Il comporte les points d'accord et de désaccord entre les parties prenantes. On écoute tout d'abord les impressions de Maître Dodi à Pévon au micro de Essoram. Théo au sortir de ce dialogue. Bien, on reviendra donc sur l'élément tout à l'heure dans le courant de cette édition. Il est 20h08. Ça y est, c'est parti depuis ce mardi pour l'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, le sésame pour les études au lycée. Tôt ce matin, à pas pressé, les candidats ont convergé vers les différents centres d'écrit, confiants d'affronter les premières épreuves, la SVT, la science de la vie et de la terre, et la dictée question. Reportage au lycée de Zanguera et au complexe scolaire Amitié Concorde, Dadido Gomé, Emmanuel Adjaglo, Rachel Aokou. C'est parti pour l'examen du BEPC 2014. Ici, au centre d'écrit de Zonguera, c'est l'appel des candidats. On compte 669 élèves inscrits. Ils ont démarré l'examen par la SVT, Sciences de la vie et de la terre. J'ai trouvé magnifique. Si je peux dire à mes professeurs que si les autres épreuves peuvent être comme ça serait bon. L'épreuve de SVT était abordable. Bon. On prie que les autres épreuves aussi soient comme ça. Là, moi j'espère que je vais avoir mon BEPC. Après la SVT, place à la dictée question, une dictée à laquelle les candidats devraient donner un titre. L'après-midi, ils vont venir composer en ECM. Demain, ils vont continuer. Demain, le mercredi 4 juin 2014. Le matin, très tôt, ils vont composer en mathématiques. Ensuite, ils vont composer en anglais. Dans l'après-midi, ils vont composer dans les langues. C'est-à-dire en évé, en arabe ou en kabyé. Le jeudi, le matin, ils vont faire les séjours de 7h30 à 9h30. De 10h, ils vont composer en sciences physiques. Et dans l'après-midi, ils vont venir composer dans les matières facultatives qui sont le dessin ou l'enseignement ménager ou l'agriculture ou la musique. Et le vendredi, le 6 juin, nous allons finir de 7h30 à 9h30 par la rédaction. Même constat dans d'autres centres d'écrit, l'examen a démarré dans de bonnes conditions selon les responsables. Ils en ont pour 4 jours, ils participent sur tout le territoire togolais, 92 020 élèves. Bon démarrage également des épreuves à Kara. Là aussi, l'on note un certain enthousiasme des candidats à aller au front et à passer le cap de ce diplôme qui ouvre grandement les portes du lycée de Kara. Voici la correspondance de Nestor Mojou. Dernier coup d'œil sur les parties difficiles à retenir avant d'affronter la première épreuve. Ces élèves se présentent à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle. C'est au collège d'enseignement général de Pia que le ton de l'examen a été donné par le ministre des enseignements primaires et secondaires. En dehors du CEG de Pia, le ministre s'est rendu dans d'autres centres d'écrit de la préfecture de la Kouza pour se rendre compte du déroulement du BEPC 2014. De Kara, le ministre a souhaité une bonne chance à tous les candidats. Nous souhaitons à tous les candidats du Togo une bonne réussite au BEPC. Les enfants sont en train de plancher. Il nous a été donné de constater que tout se passe bien, que ce soit à Pia ou que ce soit ici à Tondé ou à Bohou. Nous avons vu des candidats qui sont très studieux au travail et toutes les conditions sont réunies pour que l'examen se passe bien. Nous avons cette année sur l'ensemble du territoire national 92 180 candidats, dont plus de 38 000 filles. Et ce qui nous réjouit beaucoup en ce qui concerne les filles, parce que nous sommes passés de 40% l'année dernière à 41,26% cette année.
Et c'est une très bonne chose pour nous. Et nous espérons que aussi bien les filles que les garçons, tout le monde va réussir. L'année scolaire 2013-2014 a connu des perturbations à son début, entraînant quelques retards dans les programmes. Le ministre se veut rassurant par rapport aux épreuves proposées. Le temps nécessaire pour finir les programmes ou bien pour l'année scolaire, ce temps-là a été respecté. Il n'a pas été escamoté. Bon, il y en a, c'est vrai, ici et là, quelques moments où certaines disciplines n'ont peut-être pas pu terminer les programmes. Mais les épreuves qui sont proposées sont faites de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver à l'intérieur. Il n'y aura pas de gens qui nous diront qu'ils n'ont pas vu ceci ou qui n'ont pas vu. Les candidats vont se soumettre à cette épreuve fondamentale et ils ont le choix de composer dans 2 matières facultatives sur 9 retenues. Les 92 150 postulants au BPC cette année sont répartis dans 250 centres d'écrit, dont celui d'Accra au Ghana. Autre sujet évoqué maintenant, le comité sectoriel gouvernance politique et administrative. Il s'est réuni ce mardi, c'est la 2e session de l'année 2014, mais l'exercice du jour porte sur les rapports bilan de la mise en œuvre de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Le compte rendu des travaux, Carmen Madjé à Kapou. En février dernier, le comité sectoriel à gouvernance politique et administrative a tenu sa première session pour le compte de l'année 2014 afin d'adopter l'agenda de travail de l'année en cours. Aujourd'hui, il est à la 2e session de l'année. La préoccupation ici est de présenter les programmes d'action prioritaires actualisés et de valider la matrice de recommandations sectorielles qui comporte les différents problèmes identifiés et propose des recommandations pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Cette 2e réunion a permis aux participants des différents ministères ou des différents départements ministériels d'apporter des mesures et projets actualisés pour que les budgets futurs puissent les prendre en compte, et notamment le budget 2015. L'ensemble du processus de suivi-évaluation de la SCAP est appuyé par le volet 1 du 2e projet d'appui institutionnel financé par l'Union européenne et mis en œuvre à travers le PNUD et le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Et dans la foulée, on s'intéresse ce soir à la plateforme de gestion de l'aide. Entendez, l'aide extérieure allouée à l'État togolais. Cette plateforme a été mise en place il y a maintenant près de 4 ans. Sa vocation permet une meilleure traçabilité, une transparence accrue dans la gestion de l'aide. Alors concrètement, comment fonctionne cette plateforme positionnée aujourd'hui comme un guichet unique? Nous posons la question ce soir, les éclairages de Charlotte Rousimé. Nous sommes ici dans les locaux de la plateforme de gestion de l'aide au ministère de la Planification. Selon l'une des clauses de la déclaration de Paris, il faut que les pays et les donateurs fassent un suivi de la gestion de l'aide publique. Et cette plateforme sert de guichet unique pour toutes les informations sur l'aide au Togo. La plateforme de gestion de l'aide permet d'avoir le volume des ressources mobilisées et maintenant, sur la base des décaissements que nous avons également dans la base, de rendre compte de l'utilisation qui en a été faite. Et du même, le partenaire en est informé. Lorsque quelqu'un vous donne des ressources, si vous les utilisez à bon escient pour le but pour lesquels ces ressources ont été affectées, je crois que le partenaire sera content, celui qui vous a donné les ressources sera content, mieux aisé pour pouvoir augmenter le volume des ressources qu'il vous a donné. Pour pouvoir faire fonctionner la PGA de manière optimale, nous avons demandé à ce qu'il y ait la mise en ligne. Parce que le premier problème que nous avons rencontré, c'est dans la collecte des données. Dans les premières phases, dans les premières étapes, nous avons fait la collecte des données à travers l'équipe qui a circulé de partenaire en partenaire pour faire la collecte des données. Mais aujourd'hui, depuis quelques mois déjà, la plateforme a été mise en ligne et permet aux partenaires, à nos différents points focaux, de pouvoir de leur bureau entrer leurs données dans la base. Aussi bien pour le gouvernement que pour les partenaires, la plateforme permet donc de faire un suivi des interventions sur le territoire national. Déjà en 2013, elle a facilité la rédaction du premier rapport sur l'aide publique.
Depuis sa mise en place, des avancées significatives ont été enregistrées, mais le défi reste encore énorme. Nous sommes en phase aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'on appelle la géolocalisation. Les perspectives, elles sont grandes et je crois que les autorités veulent faire de cet outil un outil qui puisse satisfaire toutes les demandes, de manière à ce que le budget puisse l'utiliser. En 2011, par exemple, 190,39 milliards de francs CFA contre 208,49 milliards en 2012, soit une augmentation de 9,51% de dons ont été enregistrés au profit du gouvernement et des organisations non gouvernementales. Justice et cette affaire d'homicide volontaire et de tentative de viol. La victime, une fillette de 8 ans, les faits remontent en 2004. Le principal accusé, Vincent Thomasé, a été condamné à 13 ans de prison. C'était ce matin la deuxième session des assises de la Cour d'appel de Lomé. Le récit, Solange Koulou, Firmé Adjinari. Il s'agit d'une affaire d'homicide volontaire et de viol sur une mineure âgée de 8 ans nommée Fiogbedi Amehonou. Les faits remontent à 2004 à Klochomé dans la préfecture de Ao où dans la nuit du 12 au 13 février 2004, la victime a été retrouvée morte avec une partie de son organe génital amputé. Après des enquêtes, le sieur Thomasé Vincent, qui a été appréhendé par la gendarmerie de Notien, a dénoncé les nommés Michimegbe Medesero et Seignon Seto comme ses complices. Après audition des accusés, il ressort que le nommé Thomasé Vincent est le véritable coupable qui a dénoncé des personnes jugées innocentes, dont Seignon Seto, qui malheureusement est décédé. Thomasé Vincent a été condamné à 13 ans de réclusion. Vu les articles 15, 17, 44 et 45 du Code pénal, condamne par conséquent le nommé Thomasé Vincent à la peine de réclusion criminelle de 13 ans pour homicide volontaire à but rituel sur la mineure de Fiogbedi Amehonou. Acquitte l'accusé Michimegbe Medesero. L'audience est levée. L'avocat de la défense a plaidé la relaxation de ses clients, mais la Cour en a décidé autrement. Pour ma part, il n'y a aucun crime. Pour la simple et unique raison que dans le dossier qu'on m'a confié et que la Cour elle-même a étudié, il n'y a aucun certificat médical attestant qu'il y a eu décès, aucun certificat de décès également, aucune preuve du décès de la mineure de 8 ans. Alors, comment peut-on condamner quelqu'un dès lors qu'il n'y a pas toutes ces preuves-là? Donc, je ne suis pas du tout content en ce qui concerne l'accusé Thomasé Vincent, parce qu'il aurait dû également être... Les sessions de la cour d'assises se poursuivent demain. Nous l'annoncions tout à l'heure dans le courant de cette édition fin ce mardi du dialogue politique ouvert il y a une quinzaine de jours. Les discussions ont été sanctionnées par un document qui sera transmis au Premier ministre. Il comporte le point d'accord et de désaccord entre les parties et prenantes. On écoute tout d'abord les impressions de Maître Dodi Apevron qui ne cache pas son amertume. Il est au micro de Essora Théotéo. Le dialogue doit nous conduire à régler les points de désaccord. Si un effort ne peut pas être fait pour que les points de désaccord soient réglés, pour nous, c'est inutile de faire cet exercice d'aller adopter un rapport constatant que seulement on ne s'est entendu sur rien du tout. Les autres partis approchés n'ont pas voulu faire de déclaration. En revanche, on va faire le point de ce dialogue avec Monseigneur Bariga, le facilitateur de ce dialogue intertogolais. Nous venons de terminer donc ce soir les travaux du dialogue entre partis politiques parlementaires et avec l'adoption du rapport final. Et comme c'est la mission qui nous a été confiée, nous allons remettre donc le rapport au Premier ministre
pour les suites à donner à ce document. C'est un rapport, non seulement un rapport d'étape, mais un rapport dans lequel nous avons mis les points de discussion avec ce qui a fait l'objet de consensus et ce qui a été plutôt a fait l'objet de positions divergentes. Vous savez, chacun peut apprécier à sa manière, mais c'est un dialogue, c'est une étape qui n'a pas permis d'arriver à toutes les conclusions auxquelles les uns les autres s'attendaient, mais ce serait excessif de ma part de parler d'un échec de ce dialogue. À un certain moment de ce dialogue, lorsqu'il s'est agi de faire le point sur les positions des uns et des autres concernant le mandat présidentiel et le mode de scrutin, et qu'on n'arrivait toujours pas à trouver un consensus, certains partis politiques ont estimé que si on ne parvenait pas à cela, le dialogue n'aurait plus de sens. Et donc ils n'ont pas voulu signer le rapport, un peu comme une protestation par rapport au fait qu'on ne soit pas parvenu à un accord sur des points aussi importants. J'imagine que suite donc à ce dialogue, il y aura de la part du gouvernement une réflexion et que probablement à l'Assemblée aussi il y aura des débats concernant les sujets qui ont fait l'objet de nos discussions. Au fond, je crois que cela a été déjà précisé dès le point de départ, que le dialogue que nous avons mené n'avait pas comme vocation de se substituer à toutes les institutions et de prendre des décisions qui allaient s'imposer d'elles-mêmes à tout le peuple. Il était convenu que nous devions, au sortir de ce dialogue, faire pas recommandations, faire le point sur la situation du gouvernement et indiquer là où convergent les opinions des uns et des autres. Et c'est au gouvernement d'apprécier et à l'Assemblée après de prendre les décisions les plus opportunes. J'ai comme l'impression que le fait d'avoir pendant longtemps eu des difficultés à dialoguer, cela continue dans une certaine mesure. Donc, vous savez, je fais souvent la différence entre un débat et un dialogue. Quand on va à un débat, on veut convaincre celui qui est là comme facilitateur. Mais quand on va à un dialogue, ce n'est pas tant aux facilitateurs qu'on parle. Ce sont ceux qui sont concernés qui doivent se parler. Mais j'ai parfois l'impression que nous menons les dialogues comme s'il s'agissait de débats. Comme si on était à la recherche de tribunes pour exposer le bien fondé. Au Togo, c'est la caractéristique habituelle des dialogues. Alors je profite encore pour dire que si on va à un dialogue politique, c'est qu'on doit s'attendre à un cheminement ensemble pour trouver, j'allais dire, des terrains d'entente. Parce qu'on a commencé les discussions, il y a eu beaucoup de points qui ont été examinés. Et à ce stade, je crois qu'il n'est pas bon, alors que je n'ai rien remis encore au Premier ministre, qu'il apprenne comme ça sur les médias ce qui a fait l'objet de nos travaux. C'est pourquoi je m'étais gardé jusque-là de dire, bon voilà, il y a eu un accord sur tel point ou un accord sur tel autre. Mais je peux vous garantir quand même qu'il y en a eu. Bon, je vais d'abord remettre le rapport au Premier ministre. Et mais soyez sûr qu'il y a quand même eu des points. Et évidemment, ce qui intéressait le plus, c'était la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin, la réforme de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Il y a eu des points de vue, la question de l'armée. Bon, par rapport à l'armée, qu'est-ce que vous voulez? Il y a nécessairement consensus là-dessus. Bon, parce que s'il faut améliorer les choses, je ne vois pas quel parti politique va maintenant dire qu'il ne faut pas améliorer certaines choses. Ou bien, voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler dans... Bon, il y a eu beaucoup de points de vue divergents, mais il y a aussi des points qui ont suscité une certaine convergence. Voilà. Voilà,
Monseigneur Nicodème Bariga sur le point des discussions sortir donc du dialogue politique intertogolais qui a pris fin ce mardi. À l'étranger, la tension est palpable entre les deux Congos, la RDC et le Congo-Brazzaville. À l'origine, l'expulsion Manu Militari par Brazzaville des ressortissants de la RDC, des criminels se justifient Brazzaville. Kinshasa n'a pas du tout apprécié. Dans tous les cas, les délégations des deux pays se sont rencontrées pour apaiser les tensions ce jour. À Kinshasa, c'est le beach réservé aux officiels. Lundi, c'est ici que le ministre de l'Intérieur est venu attendre son homologue du Congo voisin. Le voici qui arrive à la tête d'une importante délégation pour 2 jours de discussion. Objectif, apaiser les tensions. Car après l'expulsion par Brazzaville de plus de 130 000 ressortissants de RDC, les relations entre les deux Congos sont au plus bas. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en droit de chercher à comprendre pourquoi le gouvernement de la République sœur du Congo a provoqué des mouvements si indélicats qui ont entraîné le retour de plus de 130 000 de ses ressortissants sans en avoir prévenu au préalable le pays d'accueil. Face à la salve de critiques, le représentant du Congo-Brazzaville se montre imperturbable. Simple opération anticriminalité, dit-il, elle ne concerne que quelques milliers de délinquants. Environ 2000 apparaissent sur notre fichier. Le reste, près de 128 000, est pour nous constitué des retours volontaires. Nous précisons bien des retours volontaires parce que se sentant concernés par le manque de documents. Devant les journalistes qui le pressent, le ministre refuse de reconnaître tout dérapage. Il n'y a pas eu d'exaction. Des exactions, mais si vous en avez la preuve. Moi j'en ai vu, j'ai vu des gens blessés. Où ça? Des gens blessés où? Au stade qui venait d'être expulsé. Mais au stade où? Ici à Kinshasa. Voilà, c'est pas à Brazzaville que vous avez vu. Des points de vue diamétralement opposés donc. Malgré tout, les deux Congos devraient tomber d'accord sur un point, la mise en place d'une commission d'évaluation et d'enquête, sans stopper pour autant les expulsions. Autre zone de tension, Abuja, au Nigeria, a désormais frappé d'interdiction de manifester. Les autorités disent craindre l'infiltration des islamistes de Boko Haram. La secte détient toujours, vous le savez, les quelques 200 lycéennes enlevées dans le nord du pays, ce contre quoi manifeste la campagne Bring Back Our Girls. Cela dit, retour chez nous, au Togo, avec, vous allez le voir, ces images de maisons, d'églises même, démolies ce mardi dans le canton d'Agonivé à Toti, banlieue de Lomé, des constructions érigées sur la voie publique et importées par l'opération dégagement des réserves administratives et des rues. C'était l'acte final ce mardi. Les Gérald Agoudjou, Prudence Insou. Voici ce qu'est devenu cette église construite dans une réserve administrative ici à Agonivé-Roubi, un site situé dans la partie nord-est de l'état-major général des FAT. Malgré des avertissements et préavis adressés par la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, ces occupants n'ont toujours pas libéré les lieux. Et ce matin, ils ont reçu la visite de ce caterpillar qui rase tout sur son passage. Il tente de récupérer le nécessaire. Ici, le pasteur désespéré assiste impuissant à la démolition. Suite à un lotissement fait en février 2001, ce site a été réservé pour la construction d'un dépotoir intermédiaire dans le canton d'Agonivé. Tout ce gros canton n'a pas de dépotoir intermédiaire. Pour recevoir nos amis dans l'espace promo. À tout de suite. Il y a un besoin important de construire des dépotoirs dans ce canton. Nous avons essayé de prendre disposition pour dégager ceux qui occupent illégalement ce site pour construire un dépotoir pour le canton de Agonivé. Nous avions d'abord, dans un premier temps, écrit sur les murs à casser réserve administrative. Nous avions invité les occupants depuis 2011 et nous leur avons signifié qu'ils devraient partir. Ça a traîné
ils ne sont pas partis. Nous sommes revenus en février 2014 pour les convoquer une nouvelle fois. À Agouanivé Toti, Pascal Aziamele, frigoriste de profession, devenu géomètre, occupe lui aussi une réserve administrative en construisant sur cette rue. Il obstrue le passage aux riverains et empêche l'évacuation des eaux pluviales. Tout comme le pasteur, Pascal a subi le même sort suite à son refus d'obtempérer après de multiples avertissements. Cette rue devient praticable à nouveau au grand bonheur des usagers. Avant, c'était tellement pénible. Donc avec cette amélioration, je pense que la pente serait maintenant directe et que l'eau pouvait bien circuler. Cette opération qui consiste à restaurer les rues occupées et les réserves administratives est aussi une occasion de sensibilisation des populations. Ces dernières sont invitées à consulter les services de la Direction des affaires cadastrales et domaniales, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, avant tout achat du terrain. Sur place. Le 1er juin de chaque année est consacré à la mise en terre des plans. Cette journée a été instituée en 1977 par le père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema, dans le souci de faire barrage à l'avancée du désert. Pour la 3e année consécutive, la direction régionale de l'environnement Kara a choisi le site du barrage de la TDE de la COSA pour l'opération de reboisement. Le même lieu parce que nous voulons que ce barrage soit protégé et conservé pour continuer par alimenter en eau potable parce que nous avons un problème sérieux ici, c'est l'occupation de la berge et du versant de ce barrage. Donc il va falloir faire quelque chose pour protéger ce barrage. Les plants mis en terre sont de deux types, le palmier à huile et le Kaya sénégalensis, communément connu sous le nom de Maugen, une espèce forestière. Qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement. C'est avec ces propos que le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badebao Bakali, a invité la population de la COSA à poursuivre le reboisement sur d'autres endroits afin de restaurer la végétation. Sur ce site, 1000 plants ont été mis en terre. Pour toute la région de la Kara, la direction régionale de l'environnement a prévu 300 000 plants. C'est le lycée de Lassa Soumdina qui a été retenu par la CFU, Convention des femmes pour unir section COSA, pour l'opération de reboisement du 1er juin. En participant à la mise en terre des plants, ces femmes ont voulu donner la preuve de leur attachement à la protection de l'environnement. Le 1er juin, c'est la journée de l'arbre, c'est une journée retenue au Togo. Ça fait partie d'un programme de la politique du Parti UNIR. Étant maintenant une association du Parti UNIR, nous sommes dans cette ligne d'accompagner les politiciens dans ce tour de mettre assez d'arbres pour beaucoup d'ombre et beaucoup de pluie. La CFU COSA a pris l'engagement de veiller sur les plans ainsi mis en terre afin que le travail effectué ce 1er juin ne soit pas un travail vain. Et voilà qui me fin cette édition du soir. On se quitte sur les images du dialogue politique intertogolais. Les discussions ont pris fin ce soir. Un rapport sera transmis au Premier ministre. Il comporte les points d'accord et de désaccord auxquels les parties prenantes sont parvenues. Nous avons écouté largement Monseigneur Bariga dans cette édition. La météo juste après. Cléo Sabine Poco pour les prévisions tout à l'heure dans le journal de l'économie. Vous suivrez à partir de 20h50 le bilan de la tournée de la délégation du FNFI bouclé la semaine dernière et tout sur les dernières décisions de la BCEAO en faveur de la bancarisation au sein de l'espace UEMOA, un taux qui reste toujours faible, nous dira
Mathias Souglo. 21h15, le magazine Santé d'abord avec Carole Petou Afangwedi et son invité qui nous parlent tous ensemble de l'obésité ce jour. 22h30, nos dernières infos. Isidore Koubatine, merci à vous qui nous suivez ce soir à Brazzaville, au Congo, et à Kinshasa, en RDC, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée, chef.